Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue sur la plateforme ManageEduc. Écoutez, comme actuellement, les outils numériques nous font un peu de misère. Madame Roltanguy, qui est l'intervenante avec qui nous allons passer du temps ce soir, a des difficultés de connexion. Je crois que c'est un peu notre lot quotidien, on connaît ça, avec les outils éducation nationale et aussi avec des outils qui ne sont pas éducation nationale. Donc, Guénolé, notre technicien, est en train d'essayer de trouver une solution. Je suis content de vous retrouver. Donc, je pense que certains d'entre vous participent pas pour la première fois à un webinaire. Si c'est le cas, bienvenue à ceux qui participeraient pour la première fois. Donc, je vous rappelle, ManageEduc, c'est une communauté au service des personnels d'encadrement et des enseignants pour essayer de rentrer davantage dans un esprit collaboratif autour des questions d'éducation qui nous animent. Comment partager nos ressources, comment partager nos questions, nos réussites, nos interrogations. Je sais qu'on a pu rester en lien, notamment pendant ces 2 années qui ont été très particulières, aussi grâce à ces outils numériques et à ces moments d'intelligence collective. Donc ce soir, on va travailler sur ce sujet, la liaison école-collège. Alors, moi, je vais assurer la partie animation, mais je suis également personnel de direction. Je suis principal d'un collège en éducation prioritaire en Seine-Saint-Denis. Donc, c'est aussi à ce titre que j'essaierai d'éclairer un peu les débats. J'espère que Guénolé est en train de trouver la solution. Peut-être pour problématiser un peu les choses, et puis c'est cette fameuse liaison école-collège et cette liaison collège-lycée qu'on évoquera aussi probablement en conclusion. Mais en tout cas, la liaison école-collège, c'est un véritable sujet. C'est la problématique du suivi des élèves qui, on m'annonce que Madame Roltanguy va arriver dans 1 minute, donc je vais faire une introduction relativement courte. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir répondre au mieux sur ces questions de continuité de parcours pour nos élèves entre le premier et le second degré? Vous allez avoir la possibilité de poser des questions sur le chat que Guénolé nous restituera. L'idée, c'est d'avoir un temps d'intervention et de dialogue, bien sûr, de présentation, et puis surtout ensuite de dialogue avec vous pour pouvoir répondre au mieux à vos questions. Bonsoir, Madame Roltanguy. Bonsoir. Donc, bienvenue sur la plateforme. J'ai essayé, comme on fait avec les joies du direct, de meubler en attendant votre arrivée. Non, c'est ce que je disais aux collègues, c'est que nous avons quand même l'habitude des soucis techniques par rapport au distanciel. Donc, je reprécisais un peu ce qu'était ManageEduc, cette plateforme, cette volonté de communauté éducative. Je me suis un peu présenté et j'allais vous présenter, mais vous allez le faire encore mieux. Donc, je vous laisse vous présenter, puis ensuite, on reproblématisera un peu la question tous les deux. Par rapport à cette question de comment faire de la liaison école-collège. Bonjour à tous. Alors déjà, je suis un peu impressionnée de participer à ce webinaire. Voilà, je sais que vous êtes nombreux, donc ce n'est pas en présentiel, mais c'est quand même un peu impressionnant. Je vais peut-être être un peu dérangée, je le dis avant de me présenter, puisque du coup, je suis chez moi. La connexion éducation nationale à mon bureau ne fonctionne pas très bien, donc je suis chez moi et je peux être dérangée peut-être par moment puisque j'ai 2 enfants qui ne sont pas loin. Du coup, je suis Jeanne Roltanguy, je suis coordonnatrice réseau d'éducation prioritaire depuis 4 ans en Seine-Saint-Denis et je coordonne 2 réseaux d'éducation prioritaire, un REP+, et un REP sur la ville de Montreuil. Voilà. Très bien, merci. Alors, j'évoquais rapidement, avant qu'on se retrouve, cette problématique du suivi de nos élèves entre le premier et le second degré. On va avoir peut-être 2 fils rouges qu'on va dérouler sur cette thématique-là. C'est évidemment le point de vue des élèves, mais aussi la collaboration entre enseignants.
puisque le premier et le second degré sont quand même des univers différents d'un point de vue des recrutements, d'un point de vue de l'évolution de carrière, d'un point de vue des formations. Et donc, peut-être que on va essayer de tirer ces deux fils rouges au travers du récit un peu de votre expérience de coordonnatrice REP. Alors peut-être parce que souvent dans l'éducation nationale, on démarre bille en tête et on oublie de définir. Réseau d'éducation prioritaire, je pense que ça parle à tout le monde. Ça veut dire que en général, un collège est tête de réseau d'une, deux, trois, six, sept écoles. Mais peut-être le travail de coordonnateur de réseau, peut-être pouvez-vous nous le redéfinir, Madame Roltangui? Alors, en gros, mes missions, c'est de faire fonctionner un réseau et de permettre à des collègues justement de se rendre compte de ce que c'est à l'échelle du réseau. Et du coup, je dirais, je travaille beaucoup sur les liaisons, je travaille beaucoup à la fois grande section CP, mais aussi CM2 6e. Au-delà, c'est vrai que c'est pas dans nos missions. Je travaille auprès des pilotes pour définir des priorités, mettre en place des projets, organiser le calendrier de l'année sur le réseau. Et aussi, et ça me paraît extrêmement important, je travaille avec tous les partenaires qui sont autour sur le territoire et qui peuvent aussi apporter des choses aux établissements. Et j'essaye de créer du lien entre les partenaires du territoire et les écoles, le collège. Voilà. Oui, on redéfinira cette notion de partenariat. Les pilotes, ce sont donc les inspecteurs de circonscription pour le premier degré et les équipes de direction. On tient beaucoup à ça dans l'esprit Manageduc. Hein, c'est vraiment l'idée d'équipe de direction plutôt qu'un chef d'établissement et son adjoint, parce que pour faire fonctionner au mieux nos établissements, il faut quand même vraiment développer cette culture de l'horizontalité, de responsabilité sur les dossiers. Peut-être ce qui va être aussi un peu pour nous un guide, c'est ce fameux référentiel de l'éducation prioritaire. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est quelque chose, moi, qui me sert constamment. L'idée, c'est de réfléchir systématiquement par rapport aux propositions qu'on peut faire aux collègues, de propositions de travail, de se référer bien à ces 6 priorités. Pour moi, ça résume bien tout ce à quoi il faut penser et les objectifs de fonctionnement d'un réseau d'éducation prioritaire. Pour le coup, souvent, c'est ce référentiel qui a inspiré les projets de réseau. Et pour le coup, l'année dernière, on a fait des bilans de projets de réseau et pour l'instant, on n'a pas fait de réécriture des projets de réseau. Donc, en général, c'est très en lien avec ce référentiel de l'éducation prioritaire, les projets des réseaux. Voilà. Oui, il y a vraiment une logique de maillage territorial pour arriver à justement accompagner au mieux les élèves dans leur évolution de la maternelle jusqu'à la fin du collège et puis guider les collègues. Puisque aujourd'hui, quand même, institutionnellement, il y a quand même cette idée de cycle. On travaille en cycle, et donc le cycle 3, il est à cheval sur l'école élémentaire et le collège. Et puis peut-être pour aller un peu au cœur de votre pratique, en REP+, il y a quand même des temps dédiés où les collègues peuvent essayer de travailler ensemble. Pour ce qui est du collège, on a cette fameuse concertation. Et puis, les collègues du premier degré ont des temps de formation, peut-être pour rappel, c'est 108 heures sur une année, c'est ça la formation pour les personnels du premier degré? C'est pas tout à fait ça. En fait, normalement, un collègue du premier degré a droit à 18 demi-journées de formation sur temps scolaire. Après, il y a le plan de formation qui représente 18 heures et là, qui concerne à la fois les collègues de REP et les collègues de REP+. Mais sur les REP+, on a, en Seine-Saint-Denis, ce sont des brigades de remplaçants qui viennent pendant une semaine sur les réseaux et ça nous permet de remplacer les enseignants en classe. Voilà. Et du coup, ça permet d'organiser des formations tout au long de l'année. On élabore un calendrier pour voir, essayer d'étaler ça dans l'année. Moi, par exemple, j'organise une semaine de formation, concertation
par période, donc une en septembre-octobre, une en novembre-décembre, une voilà, tout au long de l'année. Et ça permet de revoir régulièrement les collègues, d'organiser même des parcours de formation et des réunions assez régulières. Quand même, c'est 18 journées de formation sur l'année? Non, 18 demi-journées de formation. 18 demi-journées, pardon, sur l'année. Par collègue. Voilà. Par collègue, mais pour une année scolaire. Voilà, on a un peu du mal à les atteindre, mais voilà, on essaye en tout cas. Non, mais c'est intéressant parce que ce qu'on va essayer de décliner, c'est les zones de force et les zones de faiblesse aussi. Le temps de formation second degré, c'est 30 heures. Sur les formations du catalogue et éventuellement sur les formations d'initiative locale dans les établissements scolaires qui peuvent se mettre en place. Il y a une première question de Dormois qui demande 18 demi-journées, c'est un droit ou c'est une obligation? Alors, il y a 18 heures de formation sur les plans de formation, REP et REP+, pour le premier degré. C'est une obligation. Après, pour le coup, ces heures-là peuvent être… alors, elles sont hors temps scolaire déjà, donc parfois, c'est pas toujours, ça ne correspond pas toujours aux possibilités pour travailler avec le second degré. Voilà. Et puis, du coup, si les collègues veulent assister à des demi-journées d'information syndicale, ou, voilà, ils peuvent remplacer par de l'information syndicale des heures de formation. Mais en gros, c'est une obligation, oui, c'est 18 heures de formation. C'est ce qu'on appelle le plan de formation dans le premier degré. Très bien. Et donc, un des axes importants de votre travail, c'est quand même l'analyse des besoins de formation. Ah, j'ai besoin de 2 minutes. Voilà, excusez-moi. Alors, je vais du coup pendant ces 2 petites minutes pour Madame Roltanguy redire que une partie, oui, de son travail, elle illustrera, passe sur le fait de partir des projets et des motivations des personnels et des besoins communs qu'ils peuvent avoir, soit sur le cycle 3 et éventuellement de construire des plans de formation communs entre les collègues du premier et du second degré. Oui, excusez-moi. Je reviens donc. Oui, effectivement, en fait, le fait, en tout cas, de pouvoir proposer des formations comme ça sur temps scolaire aux collègues du premier degré, ça peut permettre aussi, en discussion évidemment avec le principal, l'inspecteur, de proposer à des collègues du second degré de rejoindre les formations. Voilà. Et pour le coup, moi, je permets aussi à des enseignants du REP de venir sur des formations REP+, s'ils sont intéressés. Je parle des enseignants second degré parce que c'est plus facile de les libérer pour le coup. Et puis, il y a aussi la possibilité d'organiser aussi des réunions comme ça en faisant venir des collègues du second degré. J'ai perdu un peu le fil de ce que je voulais vous dire. J'étais un peu… Je vais… En fait, pour illustrer un peu comment on a travaillé, notamment sur le REP Fabien, le collège où je travaille, c'est que l'inspecteur de circonscription a accepté que le calendrier des formations REP+, voisins, soit ouvert à l'ensemble des enseignants. C'est-à-dire que des collègues du second degré ont pu aller suivre des formations comme enseigner l'histoire-géographie en éducation prioritaire. Du coup, c'est des temps, on le sait, nous, entre collègues, hein, là, on a quand même un certain nombre de collègues qui sont sur le webinaire, qui sont personnels de direction. Ces temps de formation sont des temps de rencontre précieux parce qu'en fait, on est beaucoup en silo dans nos fonctions. Les enseignants sont sur leur champ disciplinaire, dans leur classe. C'est vrai aussi dans le premier degré. Et ces temps de rencontre sur des objets pédagogiques communs, et on ira un peu plus loin avec Madame Roltanguy tout à l'heure sur des choses qu'elle pourra illustrer, c'est aussi ce qui permet une culture commune qui va permettre de faire ce lien très fin pour échanger des informations pertinentes et surtout ne pas mettre les élèves encore plus en difficulté quand ils arrivent au collège après leur passage en école élémentaire.
Oui, du coup, je voulais dire déjà que pour le coup, pour cette année, on a aussi proposé des formations aux collègues du second degré qui étaient sur le plan de formation de circonscription du premier degré. Pourquoi? Parce que il y avait une grosse interrogation, hein, le fait d'être là depuis 4 ans, d'échanger beaucoup avec les collègues, une grosse interrogation sur l'apprentissage de la lecture, notamment pour les professeurs de collège. Et c'est vrai que du coup, on leur a permis d'assister à des formations premier degré pour qu'ils puissent finalement répondre un peu à leurs interrogations. Et ces temps de formation communs, ils permettent, alors déjà, ils permettent de l'interconnaissance, ils permettent aux gens de se rencontrer, de partager un moment de formation ensemble et du coup, de découvrir des techniques, des outils, des pratiques. Et moi, je tiens beaucoup, par exemple, en tant que coordonnatrice, à assister à toutes ces formations. Ça me permet d'observer aussi les réactions des professeurs et voir un peu les points d'appui. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a des outils qui intéressent beaucoup les collègues, que je vois aussi que ces outils sont utilisés, mis en pratique dans les classes, du coup, ça me permet aussi de voir ce qui fonctionne et les liens que je peux faire entre des collègues du premier et des collègues du second degré. Voilà. Et ce temps de lien, il va être précieux parce que un autre aspect que vous favorisez justement en tant que coordonnateur REP, c'est le fait que les collègues se connaissent et acceptent d'aller s'observer les uns les autres. Et ça se développe petit à petit. On le sait, hein, la recherche, notamment au Québec, mais aussi un peu en France, enfin, la pratique d'aller observer des séquences de classe faites par d'autres, ce qu'apprennent les élèves, quelle est la posture de l'enseignant, ce qu'il se passe dans le premier degré, ce qui se passe dans le second degré, ça c'est aussi très important. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en illustrer ça dans votre pratique? Alors, je dirais que pour le coup, créer de l'interconnaissance sur des temps de formation, permettre aux gens de se rencontrer. Alors moi, je tiens aussi beaucoup dans mes fonctions à créer de la convivialité, à faire en sorte que les gens soient bien accueillis, voilà. Et du coup, progressivement, je dirais que on a un intérêt qui se développe pour aller voir ce qui se passe du côté du collège pour les enseignants du premier degré et du côté du premier degré pour les enseignants du collège. Ça prend du temps. Moi, quand je suis arrivée coordonnatrice, c'était vraiment pas évident pour les profs de collège de voir ce que pourrait leur apporter, d'aller voir ce qui se passe ici au premier degré. Et je dirais que c'est très progressif. Donc, il va y avoir d'abord un professeur, puis 2, puis 3. Le fait, par exemple, d'organiser des cours de langue dans les classes de CM2, je sais que moi, c'est arrivé dès la première année où j'étais coordonnatrice, on a organisé des cours d'italien dans les classes de CM2 sur le REP Fabien. Et bien, pour le coup, l'enseignante était, la professeure d'italien était vraiment ravie de son expérience avec les CM2. Elle en parle au collège. Des collègues étaient allés faire des formations avec des collègues du premier degré. Ils en parlent aussi. Et progressivement, en fait, on arrive à intéresser les personnes. Et du coup, il y avait une enseignante de CM2 qui avait proposé de fonctionner sous forme de je crois que ça s'appelle le Prof Lab. Et du coup, de proposer que chaque enseignant puisse proposer une heure dans la semaine ou 2 où il acceptait d'ouvrir la classe à d'autres professeurs. Et du coup, ça peut marcher en interne premier degré et aussi entre le premier et le second degré et en interne second degré. Dans le référentiel de l'éducation prioritaire, il y a tout un volet sur l'accueil des nouveaux collègues. Du coup, c'est extrêmement intéressant de proposer ce genre de choses à des nouveaux collègues qui arrivent, qu'ils puissent aller voir comment les collègues fonctionnent dans leur classe. Voilà. C'est très important hein, pour l'accueil des nouveaux, que ce soit premier ou second degré, ce temps
pour avoir l'impression d'appartenir à une communauté éducative. Et du coup, il y a la question de la gestion de la classe, on le sait, c'est des choses qui s'acquièrent quand même dans la durée. Et le fait d'aller observer des collègues, de se dire tiens, ça c'est une bonne idée, je n'y avais pas pensé, ou au contraire de s'apercevoir aussi qu'à certains moments donnés, des collègues chevronnés peuvent aussi connaître des difficultés parce que c'est des métiers complexes. C'est tout à fait important. Peut-être que du coup là on a commencé un peu à tisser le lien premier second degré au travers de la formation, au travers des séquences d'observation. On peut peut-être commencer aussi à aborder un peu ce que vous faites, c'est-à-dire l'ancrage sur le territoire et la dimension partenariale. Oui, alors je voyais juste dans le chat des gens qui disaient qu'il n'y avait pas eu beaucoup de semaines REP+, et de formation. Oui, cette année, ça a été extrêmement compliqué. Voilà. Et je voyais aussi quelqu'un qui parlait des liaisons école-collège hors REP. Je voulais juste parler rapidement de ce que vous avez fait, Monsieur Kaufmann, le fait d'avoir un référent liaison interdegré parmi vos professeurs. Je trouve que c'est une possibilité extrêmement intéressante. Voilà. Qu'un professeur puisse, lui, avoir éventuellement des heures pour aller rencontrer des collègues du premier degré s'il n'y a pas de coordonnateur et voilà, qu'on est hors éducation prioritaire. Par rapport au travail que je fais avec les partenaires, alors normalement, sur les réseaux d'éducation prioritaire, hein, on appelle COPIL, comité de pilotage. Normalement, il est composé de l'inspecteur, du principal, de l'IA-IPR s'il y en a un. Et en fait, on doit normalement aussi travailler avec les partenaires de la ville. C'est extrêmement, enfin, de la ville ou associatif, et c'est extrêmement compliqué. Enfin, ça prend du temps. Là, ça fait quelques années qu'on arrive à faire des réunions et un peu de comité de pilotage avec les partenaires. Je dirais que moi, j'ai bénéficié du fait que j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers où je suis coordonnatrice actuellement sur le REP+. Du coup, j'avais une bonne connaissance aussi de la vie associative et c'est extrêmement intéressant en fait de rencontrer le centre social, par exemple, s'il y en a un sur le quartier, ou les associations qui font de l'accompagnement à la scolarité, ou même des associations aussi qui travaillent avec les familles. Enfin, voilà. Ça a été très enrichissant là ces dernières années. On a réussi à monter des projets sur un quartier. Là, on a réussi à monter un projet qui s'appelle le Festival des langues. Voilà. Et l'idée, ça a été de former à la fois les professionnels de l'éducation nationale, mais aussi les animateurs de centres de loisirs, les animateurs jeunesse, même des intervenants en micro-crèche ou en crèche, voilà. Et toutes ces personnes ont été formées en fait, à l'éveil aux langues et à la diversité linguistique. Voilà. Et c'était vraiment une thématique qui nous a permis de travailler tous ensemble sur la valorisation des langues des enfants et des familles sur le territoire. Et du coup, le festival, eh ben, c'est un festival où on fait vivre une dynamique autour des langues, à la fois au collège, dans les écoles élémentaires, dans les écoles maternelles, à la crèche, dans les accompagnements à la scolarité. Voilà. Et ça a permis, en fait, les acteurs n'étaient pas tous forcément formés en même temps parce qu'ils n'ont pas tous les mêmes horaires de travail. Mais en tout cas, il y a pu y avoir des réunions de concertation sur du temps REP+, avec des enseignants remplacés dans les classes, des enseignants libérés du second degré et énormément de partenaires qui sont venus pour créer ensemble le programme du Festival des langues. Donc, en fait, je crois que on a fait la 2e édition cette année. Il y aurait dû en avoir 3 puisqu'on a dû annuler celle de l'année dernière et ça correspond à la semaine des langues qui est proposée au niveau de l'éducation nationale. Voilà. C'est vraiment des cercles vertueux, alors qui sont longs. Sur ManageEduc, on le dit souvent, il y a beaucoup des actions qu'on mène qui sont au-delà des années scolaires. Et je crois que on plante des graines qui poussent pas tout de suite,
mais qui, une fois semées, bien arrosées, bien surveillées, quand même donnent des fruits les années futures. La semaine des langues qui a été montée sur le premier degré, au niveau du collège, j'ai vu les enseignants de langue s'en emparer et en faire un moment aussi très particulier pendant une semaine sur l'établissement scolaire. Et ça a du sens pour les élèves parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, on accueille des fratries, que ce soit sur le premier et second degré. Et en fait, les gamins vont se raconter la même chose qui se passe différemment. C'est-à-dire qu'ils vont vivre la semaine des langues à l'école et les grands frères et les grandes sœurs vont vivre la semaine des langues au collège et les parents vont s'apercevoir qu'en fait, les enfants font la même chose. Et tout ça, c'est une espèce de sillon qui donne beaucoup de sens finalement à ce qu'on fait. Et puis, il y a cette absolue nécessité, nous, on en est convaincus avec Mme Roll-Tanguy, c'est d'ouvrir l'école sur son territoire, faire en sorte que les parents se sentent toujours accueillis et bienvenus, parce que c'est pas toujours la même manière de travailler en école maternelle, en école élémentaire et au collège. Peut-être vous pouvez dire un petit mot là-dessus, Mme Roll-Tanguy. Alors, oui, alors moi, quand je suis arrivée, si vous voulez, il y avait déjà une proposition de formation avec une association qui s'appelle Dulala, d'une langue à l'autre, et pour les enseignants. Et en fait, l'idée, ça a été de demander assez rapidement à cette association si elle pouvait faire une demande de financement contre Addeville. Alors ça, c'est des demandes de financement politique de la ville, hein, c'est pour les quartiers qui sont classés politique de la ville. Et pour le coup, ça permettait qu'il y ait un financement à la fois pour former les professionnels d'éducation nationale et un financement pour former les autres acteurs. Ce travail autour des langues, c'est l'idée aussi de mieux accueillir les familles à l'école et de valoriser aussi les compétences des familles. Souvent, les familles dans les réseaux d'éducation prioritaire, ces compétences langagières qu'elles ont, elles ne savent pas trop quoi en faire parce qu'elles hésitent déjà à transmettre leur langue. Voilà. Et on sait à quel point ça peut provoquer aussi chez les enfants un conflit de loyauté où ils ont du mal à s'investir dans les apprentissages de l'école tellement c'est différent pour eux ce qui se passe à la maison. Donc en fait, là, le fait de travailler sur les langues, d'interroger les enfants sur le fait qu'ils parlent ou pas une autre langue à la maison, leur demander d'aller chercher à la maison des mots dans d'autres langues, de demander à leurs parents, c'est une manière aussi de dire aux parents que ce que eux connaissent, ça peut aussi servir et permettre de faire de beaux projets et de belles choses à l'école. Donc voilà, je pense que ce projet aussi a très bien fonctionné parce que en fait, l'idée, c'était de se dire, plutôt que de partir systématiquement des difficultés qu'on a sur un territoire, en éducation prioritaire, on sait qu'on est confronté à pas mal de difficultés. Là, l'idée, c'était de partir d'une richesse du territoire et du coup, de la richesse des langues qui existent dans le quartier où je travaille. Voilà. Et du coup, ça a vraiment fédéré la communauté éducative, parents. Alors, en plus, on a un atelier Ouvrir l'école aux parents où les parents de cet atelier ont créé des boîtes à histoires, des histoires dans d'autres langues pour les raconter dans les écoles. Voilà, ça a vraiment dynamisé un peu aussi cette relation école-famille. C'était peut-être un peu plus compliqué cette année, mais en tout cas, sur le Festival des langues, on a réussi aussi à faire venir des parents dans les classes, raconter des histoires. Voilà. Ouais, je crois que ça a quand même bien servi par rapport à ce qu'on a traversé depuis 2 ans. C'est que ce lien entre les structures. Alors, attendez, moi aussi, j'ai un tout petit souci domestique. J'en ai pour une toute petite seconde. Madame Roll-Tanguy, je vous laisse juste un petit temps par rapport à ce qu'on a pu créer comme lien, justement, malgré le confinement. Oui, alors malgré le confinement, alors disons que déjà, c'était sûrement compliqué pour les gens qui arrivaient juste cette année sur un établissement. Hein. Moi, du coup, comme ça fait 4 ans que je suis sur ces 2 réseaux, il y avait quand même déjà des choses installées, donc ce Festival des langues et un autre projet que je trouve assez fédérateur aussi et qui permet vraiment un travail collaboratif, c'est on fait un travail on élabore un journal collaboratif sur le REP+. Alors, ça va commencer aussi sur le REP,
Mais l'idée, là, cette année, on n'arrivait plus trop du coup, à se voir, à se réunir. Et le journal, on a réussi à le mettre en place. On était tous assez convaincus que ça permettrait de valoriser des projets qui ne pourraient sûrement pas être valorisés autrement. C'est-à-dire que souvent, on invite les parents dans les établissements pour faire une exposition, une restitution de projet. Et pour le coup, cette année, c'était plus compliqué. Donc, le journal, ça a permis ça, de valoriser et puis de rester aussi en lien avec les familles, puisque c'est un journal qui est imprimé, distribué aux enfants. Et du coup, comme il est collaboratif, chacun peut participer avec ses élèves à distance. C'est très, très simple. Et on a réussi à faire 2 numéros magnifiques. Alors, j'aurais aimé pouvoir vous montrer, puisque du coup, j'ai finalisé le dernier numéro là qui va sortir bientôt. Et en plus, dans ce numéro-là, du coup, on valorise le Festival des langues. Donc, ça m'aurait permis de vous montrer un peu toute cette actualité du réseau, malgré le confinement, malgré les protocoles sanitaires et la difficulté de se réunir. L'idée, c'est peut-être que Guénolé confirme qu'il se trouve dans le compte rendu. Vous pourrez trouver un certain nombre d'outils dont Madame Roltangui parle ce soir sur la plateforme ManagerEduc et dans le compte rendu. Et je vous invite vraiment à aller voir ce qui se fait en profondeur. Parce que c'est vraiment porteur de sens pour les élèves. Alors, on peut peut-être aborder justement, parce qu'on a vu ce qui marchait, un petit peu les écueils et les difficultés de nos fonctionnements institutionnels un peu différents sur le premier et le second degré. Notamment justement pour tout ce qui est la mise en place des conseils d'école, des conseils de cycle. Comment est-ce qu'on fait face à nos agendas si peu compatibles, Madame Roltangui? Alors, j'ai pas de solution miracle. C'est compliqué effectivement, ne serait-ce que quand moi les enseignants premier degré, ils sont remplacés dans leur classe. Parfois, les professeurs de collège ne sont pas du tout disponibles. Les heures de concertation au niveau du collège, là je parle sur les REP+, correspondent pas forcément aux heures où les enseignants sont remplacés dans leur classe. C'est parfois des fins d'après-midi, donc c'est compliqué. Je dirais que, alors il y a cette question d'avoir un référent aussi dans le second degré pour la liaison interdegré. Ça me paraît extrêmement intéressant. Il y a aussi la possibilité de réfléchir en amont. Alors, je ne sais pas comment les principaux appellent ça exactement. Je crois que c'est la fiche de vœux pour les enseignants. En fait, en fin d'année, les professeurs du second degré sont amenés à se positionner pour dire un peu ce qu'ils voudraient comme niveau, je crois, s'ils veulent être profs principaux, des choses comme ça. Pour le coup, je trouve que c'est intéressant de rajouter sur ces fiches de vœux peut-être une proposition, enfin voir les professeurs qui sont intéressés pour participer de l'interdegré. Voilà. C'est vraiment fondamental ce que vous dites, Madame Roltangui. C'est un document donc effectivement qu'on distribue aux enseignants à cette époque de l'année, à peu près, pour leur demander quels sont leurs souhaits, évidemment, d'organisation d'emploi du temps. Mais c'est un document qu'on peut étoffer. Et moi, c'est aussi grâce à vous que j'ai développé cet aspect de poser cette question-là aux collègues, parce que parfois ils se manifestent pas forcément en grand groupe, ou quand vous faites un appel à volontariat, ils vont pas forcément oser. Et puis vous avez un collègue qui à un moment donné sur la fiche de vœux va vous dire oui, ça m'intéresse, et vous savez que vous allez pouvoir compter sur lui pour être à un moment donné dans ces fameux conseils école-collège ou ces conseils de cycle où il faut quand même arriver à se rencontrer et se connaître pour partager des objets de travail. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, le cycle 3, on a des objets communs. En fin de sixième, on n'évalue pas que le parcours en sixième, on évalue le CM1, le CM2 et la sixième. Et ça se construit. Encore une fois, il faut qu'on arrive à soulever les écueils que sont des formations initiales différentes, des formations continues, on l'a vu en début de webinaire, avec des durées horaires et des organisations différentes, enfin des cultures professionnelles différentes, et pourtant
on a cette nécessité de travailler ensemble. Alors, Demaury pose la question, l'heure de concertation des profs du collège peut-elle être regroupée pour les demi-journées de formation? Alors, je suppose que vous entendez l'heure de concertation REP+. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Mais enfin, il me semble que c'est 1h30 par semaine, quelque chose comme ça. Effectivement, on pourrait imaginer faire 3 heures toutes les 2 semaines. Après, je crois que ça pose des soucis aussi de contraintes d'emploi du temps. Enfin, voilà, moi, c'est vrai que c'est des choses que je ne maîtrise pas du tout. Moi, j'ai vraiment une formation premier degré. Mais alors, tout dépend. Moi, par exemple, sur le REP+, où je travaille, il y a 5 écoles et j'ai 5 semaines REP+, à organiser dans l'année. Du coup, ça justifie peut-être pas de fonctionner comme ça. Le problème, c'est de fonctionner comme ça sur l'année ou voilà, ou alors de décider de le faire ponctuellement et de libérer les élèves de cours pour faire des demi-journées, oui, de formation. J'imagine que ces aménagements sont possibles. Après, voilà, c'est la marge de manœuvre avec les emplois du temps des professeurs, la présence des élèves. Moi, avec 5 semaines par an de formation REP+, pour les en fait, du coup, ça fait 5 demi-journées dans l'année. Et du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de savoir déjà quels sont les professeurs qui veulent participer de l'interdegré. Et je pense que c'est intéressant que le coordonnateur les rencontre en amont. C'est-à-dire que des enseignants qui sont intéressés pour travailler à l'interdegré, ils ne sont pas tous intéressés par la même chose. On a aussi, je dirais, une croyance dans le second degré, je ne sais pas, en tout cas c'est comme ça que j'ai été accueillie dans les salles des professeurs, que c'est simplement uniquement les enseignants qui ont des élèves de 6e qui peuvent travailler sur l'interdegré. Pas forcément. Du coup, je dirais il y a plusieurs volets sur l'interdegré. Si on travaille vraiment sur le suivi des élèves, la commission d'harmonisation, la transmission d'informations, de PPR passerelle ou de choses comme ça, là, on va avoir besoin des professeurs principaux de 6e. Si on travaille en conseil de cycle 3 et qu'on veut travailler sur une réflexion en mathématiques ou en français, voilà, on ne va pas avoir besoin des mêmes professeurs. Et quand je vous parlais de la semaine des langues qu'on a évoquée précédemment, par exemple, la semaine des langues sur le réseau où je travaille, c'est l'occasion pour les CM2 de passer une journée, alors en temps de protocole sanitaire un peu compliqué, c'est un peu moins que ça, mais une journée au collège et l'entrée, c'est de découvrir l'offre de langue du collège. Donc, du coup, là, on a tous les professeurs de langue qui s'investissent. Je trouve qu'il y a une entrée qui est extrêmement intéressante pour l'interdegré aussi, c'est travailler avec les professeurs documentalistes. Sur le quartier où je travaille, il n'y a pas de bibliothèque. Du coup, tous les élèves de CM1 et de CM2 travaillent régulièrement avec la professeure documentaliste. Donc, en fait, dans l'année, si vous voulez, sur les 5 temps de réunion interdegrés, ce n'est pas forcément les mêmes professeurs qui viennent. En début d'année, on construit des projets sur l'année. Et là, on est plus sur des binômes interdegrés. On va avoir un enseignant de CM1 avec un professeur de sport. Voilà. Ils construisent des projets. On essaye de faire des temps de suivi de ces projets tout au long de l'année. Et puis, il y a d'autres moments où on va réfléchir ensemble à ce qu'on veut traiter en conseil de cycle 3. Il y a d'autres moments où on va programmer l'accueil des élèves de CM2 au collège, où on va travailler avec aussi les personnels vie scolaire. Enfin, voilà, il y a plein de choses à imaginer. Et je dirais, en fait, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de prendre un peu la température en allant beaucoup dans les salles des professeurs, beaucoup à la fois dans le premier degré et dans le second degré. J'essaye d'afficher un maximum d'informations sur l'actualité du réseau, de discuter avec les uns et les autres, et du coup de ne pas solliciter systématiquement les mêmes personnes et de bien solliciter les gens sur ce sur quoi ils se sentent capables de s'engager en fait. Je trouve que ce qui est compliqué parfois pour que la liaison se fasse, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont du mal à s'engager, qui ne comprennent pas vers où elles vont. Et voilà, qu'est-ce que ça veut dire cocher la case je veux participer à l'interdegré. Bon, voilà, on peut aussi très rapidement lever un peu les incompréhensions, le flou, en allant à la rencontre des professeurs.
Voilà. Il y a une question de Février, et pour les enseignants du premier degré, existe-t-il des référents interdegrés? Alors, hors REP, c'est l'IEN. Oui, alors c'est ça qui est un peu compliqué. Et les conseillers pédagogiques, peut-être? Peut-être qu'il faut s'adresser aux conseillers pédagogiques, je dirais. Il faut s'adresser aux conseillers pédagogiques qui peuvent faire le lien avec l'école, qui peuvent… Enfin, je ne sais pas, nous, en tout cas, pour des collèges qui ne sont pas en éducation prioritaire, on a des conseillers pédagogiques qui s'occupent au moins d'organiser des commissions d'harmonisation pour que les enseignants de CM2 puissent rencontrer les professeurs de collège et présenter leurs élèves avant qu'ils arrivent au collège. Et ça, du coup, c'est les conseillers pédagogiques. Donc, en général, il y a un inspecteur avec une équipe de circonscription. Et en fonction de comment elle est composée, on peut justement rentrer en contact avec l'inspecteur et voir s'il y a des personnels disponibles au niveau de l'équipe de circonscription. Voilà. C'est vrai que ça se fait par ce biais-là, et par le biais, donc ce que vous venez de nous expliquer, Madame Roltanguy, il y a les disciplines, et puis il y a un champ transversal qui est mal connu entre le second degré et le premier degré, notamment l'aspect vie scolaire dans le second degré. On a des CPE et des surveillants, des personnels qui ne sont pas forcément présents dans le premier degré. Pour autant, les élèves ont des périodes de vie scolaire et ont à gérer des problématiques de vie collective. Je voulais éventuellement que vous disiez un petit mot sur Message Clair, qui est alors pour le coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment réussi encore, mais c'est de s'apercevoir que dans le premier degré, il y a vraiment des outils de résolution de problèmes de vie quotidienne entre élèves qui peuvent être une source d'inspiration pour nous dans le second degré. Oui, alors c'est un des chantiers là sur mes réseaux, mais c'est vrai que ça a été très très compliqué sur ces 2 dernières années, où on n'a pas réussi forcément à organiser les observations qu'on voulait. Mais du coup, en fait, en tout cas au niveau du premier degré, il y a des vrais outils qui ont été construits, donc des films, des vidéos pour présenter aux collègues du second degré des pratiques. Donc en fait, sur plusieurs écoles, faut se renseigner, mais il y a quand même beaucoup d'écoles qui pratiquent différentes façons de gérer les conflits à l'école. Donc il y a les messages clairs. Donc en fait, c'est une technique de communication non violente, en fait, pour apprendre aux enfants à régler leurs conflits eux-mêmes par la parole. Voilà, donc dans les écoles, mais dès le CP et jusqu'au CM2, on leur apprend à avoir un échange très, très standardisé où l'enfant qui sent qu'il est en train de vivre quelque chose qui le dérange à cause d'autres enfants va leur parler et leur expliquer qu'il veut leur faire un message clair et qui, par rapport à quelque chose qu'ils ont fait, ils ne se sentent pas bien. Donc, ça nécessite aussi de travailler tout le vocabulaire des émotions. Et on se rend compte, en fait, que cette pratique, elle fonctionne très bien. Elle contribue à vraiment un meilleur climat scolaire à l'école. Quand ces soucis ne peuvent pas être réglés directement entre enfants, il y a aussi un conseil dans les classes, c'est-à-dire ça pourrait correspondre un peu aux heures de vie de classe qu'il peut y avoir au collège. En fait, une fois par semaine, ou ça dépend c'est pas forcément aussi régulier que ça, les élèves se réunissent en conseil et quand des problèmes n'ont pas pu être résolus, ils en parlent au conseil, ils cherchent collectivement une solution pour résoudre le problème qu'il peut y avoir entre 2 élèves. Du coup, ils apprennent quand même déjà à essayer de régler leurs problèmes d'abord sans forcément faire appel à l'adulte par la parole. Et en plus, ils se retrouvent dans la situation où il y a une instance, un moment qui est dédié à la résolution de ces conflits. Et donc, ils se trouvent dans la situation de devoir différer et de devoir attendre. Voilà. Et on se rend compte parfois que on a des situations qui dégénèrent. Avec cet outil-là, les enfants ont tendance à dire tu verras, je parlerai de ce qui s'est passé au conseil. Et le jour du conseil, en fait, ils s'en souviennent plus, ils sont passés à autre chose. Donc voilà, on a des situations parfois en élémentaire qui dégénèrent. L'idée qu'on avait, c'était que les professeurs de collège puissent observer ces temps de conseil
voir les élèves résoudre leurs conflits en cours de récréation par la parole et qu'ils puissent observer toutes ces techniques parce que on voulait réfléchir à une possibilité d'aménager ça pour des élèves plus grands. Voilà. Et c'est un outil extrêmement intéressant. On se rend compte souvent que arriver dans un nouvel établissement avec des grands, ils ne considèrent pas ça comme un savoir-faire intéressant. Ils le laissent de côté, ils se disent alors là, ça vraiment, je ne vais pas faire ça au collège, tout le monde va se moquer de moi. Voilà. Parce qu'on n'en avait pas forcément connaissance au collège et qu'on ne sait pas forcément l'exploiter. Donc, voilà, là aussi, c'est une réflexion intéressante. Il y a une question de Maury sur pour les outils, comment centraliser les infos, le site de circonscription, le site du collège. Je dirais qu'il n'y a pas de prescription, c'est ce qui va être utilisé par la communauté qui va être utile. Le site du collège s'il est alimenté, le site de la circonscription. Encore une fois, je vous renvoie sur les documents que Madame Roll-Tanguy va vous proposer, qui sont aussi des documents collaboratifs qui ne sont pas forcément centralisés à un endroit. On a abordé la question des émotions chez les élèves. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Peut-être aussi qu'on peut aborder un peu ce qu'on a pu construire aussi sur le réseau Fabien et le Nain de Tillemont. C'est les temps de formation pour les adultes, notamment par exemple la sophrologie, la méditation. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Oui, alors il va falloir juste que je me branche. Je vois que ça a utilisé toute ma batterie très, très vite. Par rapport à la question de Maury, je dirais, enfin, je centralise beaucoup d'informations plutôt sur des Padlet. Je sais que ce n'est pas un outil RGPD compatible. Je suis en train de chercher des solutions. Et parmi ces solutions, je dirais que je me projette dans des newsletters aussi. Voilà. Pour fonctionner. Je remets juste ma batterie. Alors, le temps que vous mettiez votre batterie à destination des personnels de direction, en tout cas, il y a quelque chose d'important, c'est qu'il faut absolument que le coordonnateur de réseau, quand il existe, alors évidemment, je parle en REP, mais d'une manière générale, dans ces questions de réseau, il faut que les gens se connaissent. Et donc, qu'il ait une boîte aux lettres, ou un casier en salle des professeurs, qu'il soit présent à la réunion de rentrée, éventuellement que s'il y a un trombinoscope, que la photo du coordinateur de réseau soit comme celle de tous les membres de la communauté éducative, que son adresse évidemment internet ou son téléphone portable soit connu de tous. C'est aussi comme ça qu'on fait réseau. Nous, on invite régulièrement la coordonnatrice de REP à des moments différents de l'année, parce que encore une fois, on est au-delà de l'année scolaire. Je crois que si on a pu construire un certain nombre de choses au bout de 4 ans, quand vous avez réécrit les avenants au projet de réseau l'année dernière, Madame Roll-Tanguy, vous avez pu voir justement comment des choses ont pu fructifier sur plusieurs années. Oui, du coup, vous vouliez que j'évoque un peu le travail qu'on a fait. Oui, alors et effectivement, l'autre temps, donc, désolée parce que du coup, les allers-retours, mais on est habitué maintenant, on sait faire plein de choses en même temps. Peut-être dire un petit mot sur les formations qu'on a construites vraiment in situ pour les adultes, et puis ensuite on conclura sur quand même, puisque c'est ce qui se passe sur les fins d'année actuellement, qu'on soit en REP ou hors REP, c'est ces temps d'échange d'informations précieux sur les élèves. Quand les collègues des écoles viennent donner des informations pleines de sens sur les difficultés scolaires, sur les difficultés sociales ou familiales, et qui sont hyper importantes pour qu'on accueille au mieux et que la transition entre les deux structures soit la moins violente. Donc un petit temps sur les formations adultes et puis sur l'harmonisation. Alors, du coup, moi, je dirais que j'ai été enseignante en REP pendant 10 ans avant, et il y a vraiment des choses qui, moi, me compliquaient un peu la vie d'enseignante. C'est réussir à être disponible sur des formations. Voilà, donc il y a eu, vraiment, moi, j'ai fait un travail en partant de moi, mes ressentis et les difficultés que je rencontrais aussi à m'impliquer plus au niveau du réseau. Donc, en fait,
l'idée, ça a été de mettre d'abord vraiment l'accent sur créer un sentiment d'appartenance au réseau et de permettre aux collègues de se connaître et de partager des temps de formation. Sur le réseau Fabien, où je connaissais beaucoup moins les enseignants, ils ont travaillé avant mon arrivée beaucoup sur les émotions et on a pu leur proposer très rapidement, là j'avais vu ça avec la DSDEN aussi, hein, des temps pour eux sur leur temps personnel où l'idée c'était de leur permettre de vivre des séances de sophrologie pour voir ce que la sophrologie ou la méditation pouvait apporter aux élèves dans des situations de classe. Mais l'idée, c'était que tant qu'un enseignant lui-même ne vit pas la situation de vivre une séance de sophrologie, c'est compliqué de mettre en place ce genre de choses. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça a été un peu… l'idée, c'était de proposer des séances sur les temps de midi à des collègues qui sont souvent fatigués, tout le temps dans la course et tout ça. Et ça, c'est des choses qui ont très bien fonctionné. Et ces séances qui ont été proposées, en fait, elles ont été proposées à l'interdegré, aux professeurs de la maternelle jusqu'au collège. Je pense que il y a des actions comme ça qui… Enfin, c'est pas souvent qu'on propose ce genre de choses aux collègues. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été agréablement surpris. Et en fait, on part de ces choses positives pour construire en fait derrière, et ça permet des rencontres et des envies de travailler ensemble. Et je dirais que c'est compliqué de forcer l'engagement des collègues, et du coup, il faut trouver un peu des façons de les motiver, voilà. C'est des outils au service du développement professionnel. Ça a aussi beaucoup de sens. Nous, on l'a accueilli au collège, et de voir les élèves de collège revoir leurs professeurs des écoles et les professeurs des écoles revoir leurs élèves devenus des collégiens, c'est des moments super jolis parce qu'il y a vraiment, on voit la qualité du lien qui s'est tissé. Et là encore, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut que ce soit pour eux, quoi. Ça peut pas rester imperméable. Ça limite le sens pour les élèves. Il nous reste 4 ou 5 minutes à peine pour conclure. Peut-être expliquer un peu ce que nous vivons tous, hein. Je sais que c'est sur cette période-là. Comment est-ce qu'on peut optimiser cet échange d'informations qui se fera d'ailleurs après, par exemple, en n'oubliant pas d'envoyer les bulletins de 6e aux écoles qui veulent savoir ce que deviennent leurs élèves, en invitant les professeurs des écoles au conseil de classe, ce qu'on peut faire également. Mais comment est-ce qu'on coordonne, quand on est cordo-rep, justement, ces fameuses questions d'harmonisation? Alors, il y a pas mal de choses. Je dirais que, bon, du coup, moi, j'utilise pour centraliser les Padlet. C'est tout le temps accessible aux professeurs et aux pilotes. Il y a tous les documents du réseau qui se situent à cet endroit-là. Et, enfin, voilà, c'est pas RGPD compatible, mais en même temps, il n'y a pas d'informations, je dirais, personnelles sur les élèves. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui risque voilà, d'être vu par des personnes surtout qui sont protégées par un mot de passe. Pour le coup, il y a ça, mais je dirais surtout ce qui est très important, ce que peuvent très mal vivre les professeurs, c'est quand les choses sont programmées à la dernière minute. Faire un calendrier en début d'année et se mettre bien d'accord sur les dates, multiplier les temps en faisant aussi des temps informels. On fait des repas interdegrés, par exemple. Des choses comme ça pour se donner des nouvelles, parler des projets, mais souvent aussi de manière informelle comme ça, quand les enseignants déjeunent ensemble, ils échangent aussi sur les élèves, ils se donnent des nouvelles, voilà, c'est des temps assez intéressants. Donc faire des calendriers. Après, c'est vrai que moi j'utilise beaucoup la technique des cartes mentales, parce que en fait, je trouve que c'est un peu douloureux parfois pour les professeurs à qui on envoie des comptes rendus de 10, 15 pages. Quand on a passé une journée en collège plus, on lit un compte rendu, parfois voilà, on a un peu de mal, on n'est pas très concentré. Donc, en fait, tout ce qui est perspective interdegré, tout ce qui est aussi organisation sur le réseau, j'utilise beaucoup la technique des cartes mentales pour présenter. Je dirais que c'est lu très rapidement, ça synthétise un peu tout,
Et du coup, je trouve ça extrêmement intéressant comme outil. Voilà. Ça évite de faire parfois des comptes rendus très très longs. Qui, Voilà. comme vous le dites, souvent ne sont pas lus parce que c'est difficile après une journée de travail dans le premier degré ou dans le second degré. Et du coup, les informations sont vite visibles. Et après, pour tout ce qui est des harmonisations, alors après, ça, c'est aussi à réfléchir avec les pilotes. Il y a différentes manières de fonctionner. Il y en a qui se font en fin d'année. Moi, je trouve extrêmement important ce qu'on met en place sur la circonscription. Déjà, on fait des commissions différentes. Oui. Commission sociale et commission pédagogique. Ça, je trouve ça important. Du coup, il y a des échanges d'informations uniquement sur le pédagogique entre les professeurs. Et puis après, pour tout ce qui concerne le psychologique, le social, ça va être échangé entre les personnels qui sont habilités à échanger ces informations ensemble. Voilà. C'est très important. On arrive au terme de ce webinaire, mais on essayait justement dans cette question de la liaison de faire sens pour les élèves et pour les familles. C'est important ce que vous dites sur cette notion de confidentialité des informations. C'est pas forcément très utile à l'enseignant de savoir que les parents ont des problèmes psychologiques, en tout cas dans un premier temps, parce que l'élève il a aussi besoin d'arriver à l'école ou au collège en oubliant un peu son contexte familial. C'est comme ça qu'il va aussi être soulagé et pouvoir rentrer dans les apprentissages. J'espère qu'on a répondu à vos questions, à vos interrogations, qu'on a pu aussi partager l'enthousiasme qu'on a de travailler sur ces questions-là, parce que c'est aussi un moteur pour nous. Vous pouvez retrouver les ressources de Madame Roltangui donc sur ManageEduc. Faites connaître. Alors maintenant, ManageEduc commence à vraiment être bien connu, mais n'hésitez pas à faire connaître cette communauté, partager des outils, partager des réflexions, des joies, des peines, parce que voilà, nos métiers sont pas simples. On connaît beaucoup d'isolement chacun dans nos professions, mais ces temps-là nous permettent justement de partager ce qui nous anime et de développer cet esprit collaboratif qui est très très utile dans nos vies professionnelles et dans nos vies quotidiennes. Merci beaucoup Madame Roltangui. Merci à tous et merci à SynLab aussi beaucoup, parce que pour le coup j'ai aussi appris beaucoup de choses avec SynLab quand je suis devenue coordonnatrice, et je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi de se pencher sur les techniques pour réussir à faire travailler les gens tous ensemble. Voilà, ça m'a beaucoup aidé. Merci Guénolé à la technique, et à très bientôt et bon courage pour la dernière ligne droite qui n'est pas forcément la plus facile. Bon courage à tous. Au revoir, merci.